Bonjour à tous. Je m'appelle Lucie Fourmont, je suis anesthésiste réanimateur. J'ai la chance de travailler dans le service de MIR de l'hôpital d'Orléans et de continuer en fait mon exercice d'anesthésie avec des remplaçants réguliers libéraux à la clinique Aureliance, qui est à Orléans aussi et qui m'avait accueilli en fait pendant mon troisième semestre d'internat. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder avec vous une thématique qui me tient à cœur puisqu'elle a fait l'objet en fait de ma thèse et c'était l'anesthésie des endoscopies digestives et ses dangers. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, de quoi parle-t-on? Si on dresse un petit peu un tableau de l'endoscopie digestive en France, celle qui nous intéresse, hein, c'est la plus courante, c'est celle qui se fait sous AG, donc sédation profonde, en ventilation spontanée. Et ben, c'est 90% des actes d'endoscopie en France, à majorité réalisés dans les établissements privés, 80% en ambulatoire. Et pour des chiffres un petit peu plus concrets, on parle de quand même plus d'1,4 million de coloscopies par an et un peu plus d'endoscopies digestives hautes. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2016, mais peu importe, c'est pour passer le message que en fait, c'est l'acte, vraiment un des actes les plus courants qu'on a à gérer en anesthésie. Et donc, en activité libérale, hein, ça peut représenter quand même 20 à 25 patients par jour et par salle. Donc, je vous laisse faire le calcul quand vous avez deux salles à gérer. Mais globalement, il va falloir que votre flux de patients, il roule et que tout ça soit quand même bien maîtrisé. Pourquoi s'embêter avec une sédation après tout pour les FOGD et les coloscopies? Alors, tous les auteurs vous parlent effectivement que ça réduit l'anxiété du patient, ça améliore la qualité de l'examen et également le confort et de l'opérateur et du patient. Et puis, enfin, tout bêtement, hein, parce que honnêtement, euh, c'est peut-être juste par bon sens et parce que c'est jamais très agréable d'avoir un fibroscope dans l'œsophage. Euh, vous vous souvenez probablement, enfin moi j'ai des souvenirs de garde où en fait on faisait des FOGD en urgence sans anesthésie. Honnêtement, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable pour les patients. Il y en a qui reviennent dans des centres où on le fait sous anesthésie et qui vous racontent que même en programmé, ils ont eu ça sans anesthésie et que franchement, ils veulent pas y retourner. Donc voilà, un peu de bon sens, on sédate les patients dès qu'on peut. Et donc le challenge de tout ça, c'est qu'en fait, vous allez quand même avoir des voies aériennes qui sont quand même légèrement obstruées par un fibroscope. Et donc l'accès aux voies aériennes il va être quand même compliqué, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ça. Et si vous voulez y accéder, il va falloir quand même avoir une bonne raison pour demander à l'opérateur retirer son fibroscope pour soit reventiler un patient, soit le luxer. Voilà. Donc, on doit partager cet accès aux voies aériennes et qui est devenu difficile. Donc maintenant, quand on a dit ça, le but, ça va être que en quelques secondes, en quelques minutes, votre patient il passe d'un état donc de pleine conscience à un état de sédation profonde avec un bon relâchement musculaire qui permette l'endoscopie dans de bonnes conditions. Donc, hors de question d'avoir un patient qui n'est pas assez sédaté et qui pourrait être réactif, qui pourrait être voilà, réactif notamment pendant les insufflations à la coloscopie, qui peut faire le vagal à l'insufflation, qui pourrait faire que en fait, vous êtes obligé d'interrompre l'acte pour réendormir votre patient, que en fait, vous allez prendre du retard et que honnêtement, l'opérateur est pas toujours content quand ça se passe. Et par ailleurs, il ne va pas falloir que la sédation soit trop profonde parce que dans ce cas, en fait, vous risquez déjà l'apnée, ensuite la désaturation. De la même manière, vous allez globalement interrompre votre acte pour reventiler. Et donc, de la même manière, vous allez avoir un opérateur qui peut être un petit peu insatisfait, vous allez être un peu embêté. Et donc, surtout, vous risquez en fait une hypoxémie. Donc, ce que vous visez, c'est la sédation profonde maîtrisée pour que l'acte en fait soit bien effectué et avec un opérateur confortable. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à retarder l'apnée. Et donc, pour faire ça, soit on peut euh, majorer en fait une réserve en oxygène avant qu'elle arrive, soit quand elle arrive, on peut essayer de retarder le temps d'apnée sans danger. C'est-à-dire que, je vous rappelle la courbe de dissociation de l'oxygène, en fait, dès que vous arrivez à des saturations inférieures à 90%, et votre patient risque de tomber au niveau de la courbe avec en fait des pressions sanguines en oxygène qui peuvent atteindre des niveaux critiques. Et donc, cette hypoxémie, elle a des conséquences qui sont établies dans la littérature, notamment un risque d'ischémie myocardique, d'arythmie, d'insuffisance rénale,
elle provoque une vasodilatation systémique, des anomalies du métabolisme cellulaire, et elle peut amener des séquelles neurologiques, voire même des décès. Et on parle de plus en plus de dysfonction cognitive post-opératoire. Alors, bien sûr, les endoscopies digestives, ce n'est pas la chirurgie cardiaque. Et donc, probablement qu'on reste dans des temps d'hypoxémie un peu courts. Mais néanmoins, on a très peu de données et c'est des échelles vraiment micro-neuropsy concernant la dysfonction cognitive post-opératoire. Donc, je pense qu'il est quand même important, si on peut l'éviter, de s'affranchir de ce risque-là. Et donc, même si les données étaient concernées plutôt la chirurgie cardiaque, on a des collègues qui ont étudié en fait sur 71 000 patients, alors en monocentrique, mais quand même 71 000 patients. Ils ont regardé, c'était des patients un petit peu standards de chirurgie en hospitalisation. Et en fait, ils ont regardé les patients qui désaturaient en dessous de 90%, 10 minutes, dans les 10 minutes qui suivaient l'extubation. Et en fait, pour ces patients-là, ils montrent qu'il y a quand même un impact défavorable en sortie de SSPI, qu'ils sont plus souvent hospitalisés en soins intensifs, que leur durée de séjour est rallongée, que le coût d'hospitalisation est rallongé, et qu'ils ont une majoration des complications pulmonaires post-opératoires. Donc, bon, probablement quand même qu'on a un impact quand on a des patients un peu hypoxémiques. Donc, est-ce qu'on a des recommandations pour l'endoscopie digestive? On a des recommandations américaines qui datent de 87 et qui nous préconisent de mettre de l'oxygène pour éviter des saturations. Okay. Et plus récemment, on a une revue de la littérature, 19 Guidelines, publié en 2019, qui nous conseille de mettre de l'oxygène. Zéro détail sur le débit, le dispositif et à quel patient l'administrer. Donc, on est quand même un peu embêté. Et donc, sur le marché est arrivé. Moi, je vous rappelle que tout ce travail, en fait, nous, on l'a fait avant le Covid, parce que ça change un petit peu la donne. Sur le marché était déjà présent en 2019 un nouveau dispositif d'oxygénothérapie, l'oxygénothérapie à haut débit que vous connaissez tous, plus connu sous le nom d'Optiflow quand il est commercialisé par Fisher Paykel. Et donc, ce dispositif, il était déjà connu pas mal en réanimation et franchement, on commençait à l'avoir au bloc opératoire. Et donc, vous connaissez ces avantages, c'est qu'on a un mélange humidifié, réchauffé d'air oxygène avec des gros débits jusqu'à 70 litres, une FiO2 réglable, et puis donc un débit qui se rapproche du débit inspiratoire au repos des patients, qui est entre 19 et 24 litres par minute. Un petit effet PEP avec le débit, un petit wash-out aussi du CO2, et puis voilà. Donc, il était pour nous assez intéressant de s'intéresser à ce dispositif pour les endoscopies digestives. Et donc, l'état des connaissances, c'était que en 2018, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, il y avait bien une étude sur les obèses morbides qui avait qui essayait de comparer l'oxygénothérapie à haut débit pour les coloscopies avec l'oxygénothérapie standard, mais en fait, elle a été rapidement arrêtée pour futilité. Et quand on a, nous, commencé notre étude, en 2019, il y avait une étude avec 260 patients à risque d'hypoxémie qui, en fait, trouvaient qu'il y avait un intérêt à l'oxygénothérapie à haut débit, mais en fait, les FiO2 n'étaient pas comparables. C'est-à-dire qu'on avait un groupe avec de l'oxygène standard à 3-4 minutes et puis un groupe avec FiO2 100% en Optiflow, donc forcément, c'était un peu mieux. Donc, et ensuite, une étude chinoise en 2021 qui avait trouvé aussi que dans les FOGD, il y avait un avantage à utiliser l'oxygénothérapie à haut débit. Mais en fait, sur des patients ASA 1 et 2, donc honnêtement, pas forcément les patients chez qui on voudrait administrer de l'oxygène à haut débit pendant les endoscopies digestives. En fait, on a essayé de monter ce qu'il fallait un peu démontrer, c'est-à-dire que prendre des patients à risque d'hypoxémie, c'est-à-dire des patients, je vous montrerai après dans les critères d'inclusion, mais qui ont plus de 60 ans, qui sont au moins ASA2, qui peuvent avoir des facteurs de risque avec des maladies respiratoires. Donc, étudier en fait avec des FiO2 comparables, c'est-à-dire que si on met de l'oxygène standard et de l'Optiflow, il faut quand même que grâce à des ABAC, on arrive à des FiO2 comparables si on veut vraiment comparer les deux dispositifs. Donc, on a fait une étude multicentrique, randomisée. Elle ne pouvait pas être en aveugle, enfin en simple aveugle en tout cas. Et donc, qui comparait l'oxygénothérapie à haut débit à l'oxygénothérapie standard. Et nous, on allait regarder la diminution de l'hypoxémie. Donc, les objectifs, c'était de repérer les désaturations avec des SPO2 qui étaient inférieurs à 92% pendant l'acte d'endoscopie. Et on a aussi regardé
D'autres critères de jugement secondaire, c'était les désaturations en dessous de 90%, les désaturations en dessous de 92% pendant plus d'une minute, les désaturations sévères en dessous de 85%, la nécessité de majorer l'oxygénothérapie pendant l'acte et la nécessité de faire des manœuvres de libération des voies aériennes aussi pendant l'endoscopie. Donc pour ce faire, au début, comme on ne savait pas trop où on allait, eh bien, on a regardé dans 3 de nos centres déjà qui et combien de patients désaturent sous oxygénothérapie standard. Et en gros, on a retrouvé des chiffres qui sont ceux de la littérature, donc ça c'était assez satisfaisant. C'est en gros 24% des patients, un quart, qui désaturent en dessous de 92% pendant les endoscopies digestives. Et en dessous de 90%, c'était 14%. Donc, quand on teste des dispositifs dans la littérature, en tout cas d'oxygénothérapie, il faut qu'ils soient 2 à 3 fois plus performants. Donc, nous, on a visé en fait un taux de désaturation sous Optiflow qui serait de 12%, la moitié de 24%. Ensuite, avec le risque alpha, la puissance, etc., la stratification, bref, on est arrivé à devoir inclure 380 patients en intention de traiter. Et donc, de mars 2019 à septembre 2019, dans 4 centres, donc le CHR d'Orléans, la clinique Aureliance, le CH de Dax et le CHR de Tours, on a fait donc en ouvert, en 2 bras parallèles avec une randomisation 1-1, cette comparaison. Donc, les critères d'inclusion pour les patients, donc ils devaient évidemment être critères classiques, majeurs, ils devaient être éligible donc à une FOGD ou une coloscopie ou les deux. Et surtout, il devait présenter au moins un facteur de risque d'hypoxémie pendant les endoscopies qui était donc soit l'âge supérieur ou égal à 60 ans, soit une pathologie cardiaque, respiratoire, un score ASA 2, 3 ou 4, un IMC supérieur à 30, un SAOS diagnostiqué ou suspecté à la consultation. Et les critères d'exclusion, c'était toute endoscopie réalisée en urgence. Oui, évidemment, si une intubation était prévue, il n'était pas question de revenir là-dessus pour mettre de l'Optiflow. Et si le patient était sous oxygénothérapie à longue durée à la maison, il ne rentrait pas dans l'étude. Les patients trachéotomisés non plus. Et évidemment, les femmes enceintes non plus. Donc, grosso modo, pour brosser un peu vite le protocole, les patients étaient vus en consultation d'anesthésie, on leur présentait l'étude, donc ils avaient au moins 48 heures pour réfléchir à tout ça. Le jour de l'endoscopie, ils arrivaient, on leur redemandait leur avis, s'ils étaient OK, ils signaient à ce moment-là le consentement, ils étaient randomisés, on prenait une SAT en air ambiant, on les préoxygénait 3 minutes. Pour avoir des FiO2 comparables, en gros, les chiffres, c'était que soit on mettait un masque moyenne concentration à 8 litres par minute, soit l'Optiflow 40 litres FiO2 100%. Induction, on ne demandait pas au centre de changer leur pratique, donc ils faisaient les médicaments qu'ils voulaient, aux doses qu'ils voulaient. Après, nous, on a stratifié dans toutes les analyses. À la perte du réflexe hilaire, donc c'était le début de l'endoscopie, soit on rebaissait dans le groupe oxygénothérapie standard, soit on passait donc aux lunettes, au masque ou à la sonde nasopharyngée. C'était un peu plus rare, les centres qui faisaient la sonde nasopharyngée. Donc, soit voilà, on passait à 6 litres, soit côté Optiflow, on montait le débit à 70 litres et en revanche, on baissait la FiO2 à 50%. Et donc, l'étude s'arrêtait vraiment à la fin de l'endoscopie, fin de la sédation. Et dans ces cas-là, on repassait à une oxygénothérapie standard. Donc, pour le groupe qui était sous Optiflow, dans ce cas, vraiment, on coupait l'Optiflow à la fin de l'endoscopie, on les amenait en SSPI sous oxygène standard. Et on regardait quand même ce qui se passait en SSPI, mais voilà, c'était pas la désaturation, c'était pas celle de la SSPI, c'était vraiment celle pendant l'acte. Donc les résultats, c'était que, sans grande surprise, vous allez me dire, mais en fait, les patients sous Optiflow, ils désaturaient quand même beaucoup moins que les patients sous oxygénothérapie standard, avec des résultats significatifs. Et dans les critères de jugement secondaire aussi, ils désaturaient moins aussi en dessous de 90%, encore moins en dessous de 85%. Ils faisaient moins d'hypoxémie prolongée dans le groupe oxygénothérapie à haut débit. Et puis, ils avaient moins de chute de saturation de supérieur à 5% sous Optiflow. Donc, avec tout ça, on a quand même conclu que pour ces patients-là, pour les patients qui sont déjà à risque de présenter des hypoxémies en coloscopie, en endoscopie digestive, l'oxygénothérapie à haut débit, elle faisait vraiment mieux que l'oxygénothérapie standard. On avait publié le protocole dans le BMJ Open en commençant l'étude. Et puis, les résultats, ils ont été publiés dans le BJA.
Et en fait, on a eu un premier prix d'abstract aussi à l'ASFAR. Bon, c'était l'année du Covid, mais quand même. Donc voilà, donc bref, une bonne diminution quand même de l'hypoxémie avec ça. Et le nombre de sujets à traiter, c'était 5, donc c'est vraiment acceptable pour introduire un nouveau dispositif. Donc, bien entendu, dans tout ça, il y a toujours des limites et des discussions, notamment le fait que, en fait, les patients à risque, hein, vous pouvez avoir des patients ASA 2, voire 3, comme le monsieur là à gauche, et puis, en fait, il rentrait dans le patient, mais lui, on sent qu'il va peut-être désaturer pendant l'endoscopie digestive, et puis à côté, en fait, la patiente, je sais pas, hypothyroïdienne ou hypertendue ou contrôlée, elle est cotée ASA 2, et en fait, elle rentre aussi dans les patients à risque de désaturation. Bon, on se dit, est-ce que ces gens-là sont vraiment comparables? En fait, oui, parce que dans la littérature, les facteurs de risque d'hypoxémie, c'est aussi l'ASA2, donc elle fait partie de ces gens-là. Et de toute façon, ces patients, ils étaient répartis de manière égale entre les deux groupes. Donc en fait, ils désaturaient quand même malgré tout moins dans le groupe Optiflow. Mais bon, là, c'est une critique qu'on peut avoir. Hein. Est-ce qu'il faut inclure ces patients-là, ASA2, qui nous semblent en bonne santé par ailleurs? Euh, Concernant l'hypercapnie, c'est une critique qu'on peut faire pas mal à l'Optiflow, c'est que en fait pour certains patients, par exemple on pourrait penser aux patients BPCO, on pourrait dire que de tels flux d'oxygène, ça aurait tendance à majorer la capnie de ces patients. Bon, ça a déjà été étudié. C'est vraiment pas clair, voire en fait, ce serait pas le cas, parce que dans les études, il y a une étude hein, qui avait justement mesuré en fait la capnie avec des capteurs transcutanés pendant les endoscopies. Ils ont montré que les hypercapnies n'étaient pas plus fréquentes dans le groupe Optiflow et qu'elles étaient même comparables entre les deux groupes. Que dans les études où ils étudient en fait les décompensations, les exacerbations de BPCO en réa traité par Optiflow, en fait, pour l'hypercapnie, c'est pas du tout. Enfin, l'Optiflow est non inférieur à la VNI sur la réduction de la PaCO2. Et puis, il y a des études en cours plus massives, on va dire, sur justement les exacerbations de BPCO. Et en fait, en réamed, hein, on utilise quand même régulièrement pour les exacerbations modérées. On utilise hein, déjà le petit flow en fait chez les BPCO. Et par ailleurs, en fait, de toute façon, le fabricant a répondu à ça en fabriquant en fait une canule maintenant asymétrique. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une des deux canules nasales qui est vraiment beaucoup plus grosse que l'autre, et en fait qui fait que voilà, il y a un phénomène physique qui fait qu'il y a un flux beaucoup plus important qui permet vraiment d'avoir un washout de CO2 dans toutes les voies aériennes des patients. Donc, on peut penser que, bon, voilà, il n'y a pas de. L'hypercapnie, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, ces résultats, ils sont quand même, je trouve, encourageants. Et quand on a publié l'article dans le BJA, en fait, ils en ont fait un éditorial. Et la conclusion de l'éditorial, hein, c'était que, a priori, quand même, ça valait le coup de vraiment considérer l'Optiflow pendant les anesthésies pour les endoscopies digestives pour les patients à risque. Et qu'on s'affranchissait quand même de pas mal de complications en faisant ça. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu d'autres études. Et donc là, c'est deux méta-analyses hein, qui vont dans le même sens, qui reprennent différentes études. Il y a pas mal d'études asiatiques là-dessus, et qui concluent toutes en fait que à l'heure actuelle, ça vaut vraiment pas le coup de se priver de l'Optiflow pour les endoscopies digestives des patients à risque. Je vous ai pas remis tout le détail, mais en gros, les conclusions, c'est quand même ça. Donc, en 2024, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle souvent de l'impact écologique de nos pratiques. Probablement que l'Optiflow est plus polluant que des simples lunettes à O2. Je pense que voilà, moi, je n'ai pas recherché cette donnée, mais ça paraît un petit peu intuitivement ça, puisque le dispositif voilà, est plus gros, etc. Bon, le prix, il est très variable parce qu'en fait, suivant les centres et suivant combien vous commandez, les lunettes, elles sont entre 25 et 40 euros, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles puisque ça dépend des fournisseurs et des quantités commandées. Et surtout, en fait, moi, ce que je trouve
hyper sympa, c'est que en fait, les collègues maintenant, dans les centres où on avait fait l'étude, ils l'utilisent pour les endoscopies bronchiques sans trop réfléchir parce que c'est hyper confortable pour eux dans les ETO et aussi dans les chocs en fait, en cardio. Et en fait, la plupart, ils nous disent que l'essayer, c'est l'adopter. Et maintenant, dans les centres, notamment à la clinique où on a inclus plus d'une centaine de patients, en fait, après l'étude, ils ont gardé les deux machines à Optiflow, ils ont négocié avec le fabricant pour en fait les garder parce qu'ils étaient vraiment trop contents de l'expérience. Donc, globalement, moi, qu'est-ce que je fais c'est que je considère que le doute, il doit bénéficier aux patients quand vous avez un doute sur le fait que vous ne le sentez pas et qu'il va désaturer. Mais néanmoins, ne mettez pas d'Optiflow chez tous vos patients ASA1 qui ont une coloscopie par peur, entre guillemets, parce que ça ne vaut pas le coup de griller des lunettes à Optiflow chez tous les patients non plus. Donc, il faut garder votre œil expert et un peu evidence-based. En revanche, dès que vous avez les drapeaux rouges pour vous dire que ce patient, il a tous les critères dont on a parlé pour désaturer, vous ne posez pas de questions, vous lui mettez l'Optiflow. Et donc, c'est un équipement qui, à mon sens, est maintenant un incontournable des salles d'endoscopie digestive et il doit être prêt à faire feu, c'est-à-dire que c'est pas quand le patient arrive en salle et que vous poussez le propofol qu'il faut allumer, brancher les gaz, etc. L'Optiflow, le matin, il est branché, il est allumé. Vous avez juste les lunettes à changer, c'est assez simple et assez rapide. Et si vous en avez besoin, en 3 secondes, il est sur le nez du patient et voilà. Et donc, pour moi, alors, vous verrez peut-être que parmi vous, certains sont en libéral ou même dans des hôpitaux où ça tourne très fort. Mais en fait, à mon sens, quand on est un SREA, on a un devoir d'efficience de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a 1,4 million de colos d'endoscopie qui doivent être faites par an. Il faut que ça roule, il faut que ces gens n'attendent pas 6 mois pour avoir leur examen. Surtout qu'il y a pas mal de détection de cancer dans tous les fibros et colos. Donc, ça doit participer. L'Optiflow, ça participe, en fait, c'est vraiment le rouage de la bonne gestion du flux des patients. Et donc, à mon avis, il ne faut vraiment pas s'en priver. Et un élément quand même important, c'est qu'il ne faut pas négliger le confort et l'état d'esprit de l'opérateur. Et en fait, nous, les endoscopistes qui ont participé à l'étude, ils étaient super contents. Au début, ils trouvaient ça un petit peu peut-être bruyant, mais finalement, pas de problème. Et surtout, ils sont beaucoup plus à l'aise parce que, en fait, les collègues anesthésistes ou IAD ont peut-être même tendance à avoir la main un peu plus lourde sur les sédations parce qu'ils peuvent se le permettre. Et du coup, en fait, voilà, les opérateurs sont super contents. Donc, finalement, il faut bien sélectionner ses patients. Comme je vous ai dit, on reste des médecins, donc il n'est pas question par flip de faire ça à tous nos patients. Donc on applique les critères théoriques, la consultation d'anesthésie, elle doit être bien menée et ça doit vraiment apparaître clair et net quand ça va un petit peu vite et surtout parce qu'il ne faut pas se leurrer, en libéral, il y a quand même beaucoup d'IAD qui gèrent les endoscopies digestives. Donc il faut que ça apparaisse clairement que voilà, ce patient, il doit avoir de l'oxygénothérapie à haut débit. Que si vous avez un patient qui est inconfortable à la mise en place de l'oxygénothérapie, parce que le débit, au début, il peut être quand même assez perturbant, et vous commencez avec des débits un peu faibles, et puis comme pour la VNI, en fait, vous accompagnez vos patients, et ça ne vous prend pas 10 minutes, mais ça prend quelques secondes, pendant que vous le scopez ou autre, vous lui mettez un petit débit, et puis après, vous augmentez progressivement. Il est important aussi que vous laissiez, comme je vous ai dit, la possibilité de, si vous avez, je sais pas, votre IAD qui arrive, vous dit ah, je sens pas ce patient, vous retournez le voir, et puis vous pouvez aussi changer d'avis. Il n'était pas éligible forcément à l'Optiflow, mais en fait, le jour même, voilà, vous décidez que vous allez le faire, et donc ça sous-entend que, et ça c'est un peu évident, mais quand même, que l'anesthésiste, le médecin, il reste dispo pour aller voir et réévaluer les patients si besoin. Que le prix, il est certes un peu élevé, en tout cas plus que des lunettes à oxygène, mais il ne doit vraiment pas être un obstacle à la sécurité de nos patients si la sélection est bien faite. Et dans le centre privé où moi je fais mes remplacements, honnêtement, on n'a jamais eu cette question-là. On l'utilise quand on a besoin et personne ne nous demande des comptes sur savoir pourquoi on l'utilise. Voilà, on nous laisse un petit peu libre de ça et c'est très bien. Pour autant, ça ne remet pas en question le fait que vous êtes maître de votre sédation. Et la sédation profonde, c'est vrai que c'est un exercice, surtout le propofol en bolus. Et donc, la maison ne fait pas de miracle. L'oxynothérapie, franchement, à haut débit, elle nous aide beaucoup. Et ceux qui l'utilisent,
voilà, ils disent qu'on peut avoir la main un peu plus lourde sur les sédations, ça pardonne un peu plus, mais néanmoins, voilà, c'est votre job d'anesthésiste de gérer une sédation et c'est un très très bon exercice quand on est interne, je trouve, parce qu'on n'y passe pas beaucoup en endoscopie et ça vaut le coup de s'y confronter. Parce que je trouve que c'est vraiment là où on voit en fait ceux qui maîtrisent ou pas un petit peu l'anesthésie comme ça évolue. En VS, c'est quand même un petit sport. Donc finalement, c'est quand même l'anesthésie de tous les dangers, mais plutôt maîtrisée. Moi, je me suis focusée sur l'oxygénation parce que je trouve que c'est le plus important, parce que bon, l'éventuelle hypotension, vous savez la gérer avec des médicaments. Voilà, et que surtout, c'était le point que moi, j'avais pas mal étudié avec ma thèse. Donc ça, c'était quelques messages pour les jeunes internes qui nous écoutent. C'est que, voilà, restez, enfin, vraiment, soyez curieux. Parfois, on peut avoir de bonnes idées et honnêtement, on se dit que ça sert à rien parce que c'est un peu bête de prouver ça. Et parfois, l'amélioration de la prise en charge des patients, elle passe par des choses super simples. Nous, c'était pas grand-chose, mais ça avait jamais été fait, donc il fallait l'essayer. Je suis pas sûre que dans les fibrobronchiques, Théo, etc., ce soit vraiment encore exploré. Euh, on a de la chance d'avoir maintenant beaucoup d'internes. Nous, en région centre, on a deux gros hôpitaux. On a Tours-Orléans et aussi Blois, Chartres, etc. Donc, honnêtement, essayer de faire des trucs multicentriques, ce sera encore mieux valorisé si vous publiez. Et puis, engager les échanges avec les industriels parce que déjà, ils font partie de notre quotidien. Et puis, ils ont parfois aussi de bonnes idées et ils sont toujours prêts à nous aider pour essayer d'améliorer aussi les choses. Et ils ont tout intérêt à faire ça sans évidemment se compromettre. Mais voilà. Et finalement, je tiens à remercier énormément ma directrice de thèse, qui est anesthésiste réa en MIR, mais qui a eu cette idée-là. Axel Eugène, qui était ma co-interne et qui est co-autrice des articles. Et puis Élodie May, qui est graphiste, parce que il faut toujours toute une équipe pour arriver à tout ça et qu'elle m'a aidé avec son précieux coup de crayon. Voilà.